Quelques mots au fil de la nuit. Rien de spécial, rien de bien éminent, juste quelques mots tout simples, sans effet, sans recherche de style particulier. Au fil de la nuit se tisse quelque chose, se détisse quelques destins. Il en est qui naissent ou qui sont conçus la nuit. Il y en a qui finissent de consumer la nuit aussi. La nuit peut paraître tranquille et pourtant elle est porteuse d'un danger. Elle est le moment qui peut devenir un moment bien spécial. Elle est bien ce moment qui peut séparer entre la vie et la mort. La nuit facilite le passage, facilite les départs. Au fil de la nuit, au fil de toutes ces nuits, je suis face à moi-même, à ce destin qui ne me convient pas, à cette situation, à cette position, à cette absence de solution. Mes impuissances sont là. Je les contemple. Je suis quelque part étonné. Je reste en béance devant cette énormité, cette chose qui s'appelle l'échec. Un échec splendide, un échec quelque part d'une telle ampleur que il acquiert une dimension particulière. Puis, au-delà, qu'y a-t-il au-delà de l'échec? Y a-t-il encore quelque chose à vivre, à connaître, à toucher, à sentir, à communiquer, à dire? Je peux utiliser toutes les subtilités des langues, tous les tours, toutes les manières, produire même quelques effets de style, un peu de rhétorique, un peu de... Et finalement, je retourne vers mon propre, quelque part, ma propre situation, le lieu, le temps auquel j'appartiens, ce temps, ce temps de la défaite, ce temps de la certitude, la proximité de la fin et de l'inutilité de tout effort pour s'y opposer, pour l'éloigner. Je n'ai point de solution. D'ailleurs, personne n'a de solution pour moi. C'est juste, je me manifeste à travers ces mots pour dire quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire auparavant. Je parle un peu de tout, de façon plus ou moins approfondie. Je suis un touche-à-tout. Voilà. Tout m'intéresse ou m'intéresser, mais c'est quelque part un des vestiges
ou quelque part une idée de ce que j'aurais pu être. Un être curieux, un être qui veut tout connaître, mais fondamentalement à qui tout a échappé. Voilà, donc la véritable situation, cette réalité-là, ce constat que je dois faire, ce pronostic que je suis obligé de prononcer. Je suis en fin de vie, en fin de cycle, en fin de parcours, en fin de trajectoire. Je dois reconnaître, au moins avoir m'autoriser cette liberté-là, reconnaître que je suis allé aussi loin que je puisse l'être, que je puisse aller au niveau de ce qui est l'attente de la réalisation. J'ai attendu de me réaliser, j'ai attendu qu'on m'aide à me réaliser. Cela n'est pas venu. Cela est, donc devient accessoire, devient, dire, quaternaire. Cela n'est plus d'actualité, puisque finalement, euh, tout acte, tout acte de redressement ne pourra pas avoir de conséquences, ne pourra pas modifier le cours des choses, ce cours qui s'est dessiné, qui a pris qui a orientation et qui n'en déviera plus, évidemment. Ce n'est pas les quelques années qui me restent à vivre qui vont changer, qui vont me permettre de modifier ou d'intervenir de façon efficace sur ce parcours-là. Donc au fil de la nuit, évidemment, un être solitaire se retrouve face à lui-même, malgré ses gesticulations. Je pense que je suis un gesticulateur ou un gesticulant. Quelque part, je passe d'un sujet à l'autre avec l'Internet, je regarde des tas de choses. Donc ce ne sont quelque part que des faux semblants. Je fais semblant d'être encore dans le monde, d'être encore en capacité, quelque part, d'interagir, ne serait-ce que de façon indirecte. Je peux encore émettre des opinions, je peux encore me donner, puisque je le fais uniquement à mon bénéfice propre, je peux me donner mon opinion sur tel ou tel sujet, réfléchir à un positionnement, dire peut-être aussi mon indignation. Je m'auto-indigne de ce qui arrive aux autres. Quelque part, je ne peux pas exercer cette indignation, je ne peux pas la communiquer, je ne peux pas la, comment dire, la prononcer devant un autre qui n'existe pas. Je suis indigné, c'est ce que je me dis à moi-même. Tu es indigné, perpétuellement indigné. Mais de l'indignation à une action, à une réaction, de l'indignation, il ne naît pas obligatoirement quelque chose qui pourrait mettre fin à ce qui provoque cette indignation. Les moyens me manquent pour intervenir, que ce soit à n'importe quel niveau. Je ne peux intervenir ni pour ce qui est de ma propre situation ou pour d'autres personnes ou groupes. Je n'ai pas les moyens de faire pression sur quiconque
je n'ai pas dans mes connaissances un quelconque décisionnaire, un quelconque homme de pouvoir qui puisse, d'une façon ou d'une autre, euh, faire, comment dire, permettre à mon indignation d'aboutir sur quelque chose de concret, sur une action. Donc je dois, quelque part, ravaler mon indignation et rester là, simplement à regarder ce mur qui est devant moi, à regarder ces pauvres affiches que j'y ai collées, à regarder aussi ces dossiers qui sont là en attente. Des dossiers en attente de quoi? En attente d'une destruction, d'une, comment dire, j'allais dire, désacralisation, tout ce qu'on fait aux églises, qui ne sont plus déconsécration. Voilà, quelque part, il y a des dossiers qui sont en attente de déconsécration, parce que il faut juste prononcer leur décès, ayant perdu toute capacité à me permettre d'exister, ils ne servent plus à rien. Il y a des dossiers se rapportant à des recherches, des projets de recherche, à des recherches avortées. Il y a des dossiers d'écriture avortée, des poèmes, des dossiers à propos d'un savoir à acquérir, tout cela, des dossiers sur moi-même, ma personnalité, mes défauts, machin, et tout un tas de, comme ça, une sorte d'exploration de ma personne qui aurait peut-être, m'aurait permis, si elle avait été menée à bien il y a temps, m'aurait permis de voir un peu plus clair dans ce qui me motive, dans ce qui fait que je, je, je m'avance ou que je recule face aux responsabilités que j'avais eu à assumer. Et donc fondamentalement, il y a tout cela en attente d'un autre destin. Ces papiers-là seront peut-être conservés un certain temps, peut-être finiront incinérés, peut-être finiront dans quelque chose, mais en tout cas, ils n'ont plus de cette qualité qui fait le devenir, cette qualité qui fait, comment dire, qui crée, qui permet d'avoir, d'interagir, d'avoir du lien. Ces dossiers-là ont cessé d'être porteurs d'opportunités, porteurs de perspectives, porteurs quelque part d'espérance. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai en face de moi. Évidemment, ces dossiers-là, je ne leur parle pas comme je ne parle pas au mur. Je n'ai pas, je n'ai pas la, comment dire, ce n'est pas, je sais que c'est un mur qui est en face de moi et qu'il est totalement indifférent. C'est indifférent à mon sort. Les papiers, mes papiers sont indifférents à mon sort. Tout ce qui m'entoure est indifférent. Est-ce que je peux penser ou est-ce que je peux ne pas penser à ce qui, quelque part, me préoccupe ou ne me préoccupe pas. Et donc, quelques mots, juste des mots. Évidemment, j'ai toujours ce travers de vouloir toujours charger les mots, d'utiliser les mots d'une certaine densité, d'une certaine conséquentialité. Et quelque part, cette envie de faire un peu, de faire quelque part création, les mots pour essayer de faire leur faire dire quelque chose de particulier, cette recherche, toujours cet effort pour créer du contenu qui ait une certaine, comment dire, qui puisse intéresser, peut-être même susciter l'approbation, fondamentalement
après tout, mais c'est pour cela que je n'arrive pas à rester au niveau des mots simples. Simplement un mot pour dire que je partage. Évidemment, je ne suis pas seul dans cette affaire. En ce qui concerne le destin, nous partageons, quel que soit notre niveau d'existence, notre niveau d'aisance ou de, ou de précarité, j'allais dire, notre, ou de prospérité, de aisance, de prospérité ou de, euh, ou de pauvreté ou de manque, notre niveau de dénuement, voilà, quel que soit notre niveau de dénuement ou de ou de prospérité, nous faisons à des moments de notre vie, de nos vies, nous faisons tous les mêmes face aux mêmes défis. Nous devons faire face à l'imprévu, nous devons faire face au destin, nous devons faire face à à cette, comment dire, à ce mouvement de la vie, le mouvement du temps, le mouvement euh, qui fait que nous sommes petit à petit des faits de ce qui constitue notre quelque part, les éléments qui constituent notre matière, notre qui nous permettent d'avoir un rapport quelque part équilibré au monde, que nous avons à notre portée, les gens qui nous sont proches, tant qu'ils sont là dans, comment dire, euh, dans une certaine permanence, nous sommes quelque part, nous sentons que nous sommes complets, nous sommes pas, pas encore entamés. Quand le travail de dessaisissement, le travail de, comment dire, d'amputation, le travail de prélèvement, quand cela commence, nous commençons à petit à petit, de façon tout à fait progressive, à nous sentir dépossédés de ce qui fait l'intérêt de la vie. Nous avons besoin d'avoir dans notre mémoire des vivants. Nous aimons aussi garder les morts présents dans notre mémoire. Nous aimons aussi avoir des vivants avec lesquels on cultive ces liens, même à distance, on garde contact, un contact symbolique, un contact qui n'est pas toujours d'une régularité matérielle exemplaire, mais il existe, nous savons que nous avons un lien qui est presque proche de l'inaltérabilité. C'est pas un lien qui se défait parce que on a cessé d'avoir, de s'intéresser, de s'informer. Non, nous avons cette permanence de la filiation. Les sentiments demeurent toujours aussi forts. Nous savons que nous avons quelque chose que nous partageons, quelque chose qui fait que nous pouvons toujours nous considérer comme proches, jamais lointains, jamais étrangers les uns aux autres. Donc, quelques mots qui soient dits dans une langue ou dans une autre, qui soient dits dans un style ou dans un autre, qui soient dits de façon simple ou qui soit dit d'une façon un peu plus, je veux dire, un peu plus travaillée, un peu plus, j'allais dire, compliquée, cela aboutit à la même chose.
Les mots sont quelque part nos moyens les plus que nous avons. Nous avons que cela. Nous avons ces mots aussi limités qui puissent être. Ils sont limités, nous le sentons profondément. Ces mots, c'est ce que nous utilisons de façon régulière pour exprimer, pour nous exprimer, pour essayer d'établir euh, un rapport à à ce qui survient. Nous avons besoin d'utiliser des mots pour nous situer, pour nous regarder exister, pour dire quelquefois notre aimance. Des fois, nous aimons bien le monde. Nous sentons que que nous lui appartenons, que nous avons notre place, que le monde nous est bienveillant quelque part. Et d'autres moments, nous avons besoin d'autres mots pour dire à quel point nous avons été touchés, quel point nous avons été ébranlés, et que de cela, nous allons nous sentir en insécurité, que nous ne pouvons plus faire confiance au monde, que notre seule attitude sera la défiance, un mot bien utile pour exprimer comme ce rapport problématique quand on n'a plus confiance, se défier, la défiance, cette capacité que nous avons à être en, j'allais dire, en questionnement. Nous devons pratiquer le questionnement, la suspicion, le, comment dire, être sur nos gardes. Jamais, plus jamais, accorder notre confiance. Les mots pour, quelque part, à un moment donné, un simple mot pour dire que à certains moments, nous sommes assaillis de doutes. C'est rare que on puisse toujours être en certitude. Nous traversons, même si cela ne transparaît pas au niveau de nos paroles et de nos actes, mais profondément nous sentons que nous avons un doute, que que nous attendions, nous avions posé des questions et que nous attendions des réponses et que ces réponses-là ne sont pas venues. Et que l'absence de réponse, l'absence de sens, l'absence de, de savoir nous empêche d'accepter de façon, comment dire, d'avoir la foi dans le monde et dans quelque part la foi dans une certaine perception qui voudrait qu'il y ait un dessin universel, qui est quelque chose qui est comme un monde ordonné. Nous sentons que plutôt c'est le chaos, c'est le non-sens, c'est l'aléatoire qui prévaut. Il n'y a pas réellement de d'ordre, ni d'ordonnancement, ni de plan préétabli. Il n'y a pas de sens
à notre vie, ni à celle des autres êtres qui partagent le monde avec nous. Il n'y a pas à chercher, il n'y a même pas à chercher, il n'y a même pas à se poser la question. La question devient futile, puisque, comme d'autres questions, elle n'aura pas de réponse, elle n'aura pas de retour. Il en est de ces questions qui resteront tout le temps à la première phase. Elles sont posées, elles sont là, mais ils ne recevront jamais de réponse, jamais d'explication, jamais. Il n'y a pas de. Les mots pour quelque part, des mots au milieu de la nuit, quand j'ai commencé à parler tout à l'heure, c'était un moment de la nuit, mais et en ce moment, c'est un autre moment. Il s'est passé quelques minutes. Et donc, ces minutes-là, je peux dire, j'ai une preuve tangible que ces moments-là, je les ai vécus, puisque l'enregistrement va être là, un témoignage, un témoignage concret, si on peut dire, si l'on peut parler ainsi de ce qui est numérique, un témoignage, une preuve comme quoi, de 2 heures et quelques du matin, j'ai parlé jusqu'à 3 heures et quelques du matin, et que pendant ce temps-là, j'étais en relation avec moi-même, d'une femme qui va laisser des traces. Cela Est-ce là réellement le but de cela, de ces mots, de cette verbalité? Une preuve aussi que notre perception du temps est quelque part là toujours la même perception. Nous savons que les choses passent, 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 passent. Il n'y a de retour qu'au niveau des chiffres, des montres. C'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent. Une alternance, en succession. Mais fondamentalement, il y a quelque chose qui avance. Pourquoi nous faisons cette expérience qui est obligatoirement à ses limites, de par nos capacités de perception, la limite que nous posent nos capacités de perception, de cognition, etc. Cette limite, parce que nous avons des exemples devant nous qui s'offrent à notre compréhension, à notre perception. Nous avons des expériences qui prouvent que le passage du temps laisse des marques, trace des sillons. Ces sillons-là acquièrent plus de netteté au fur et à mesure que les jours se succèdent. Donc il y a comme un marquage, comme une marque. Et cette marque, elle ne cesse de se renforcer, d'acquérir de la netteté. Quelque part, l'être, l'apparence change. Il y a des fois comme une massification pour certaines personnes, comme si la personne avait, de par le temps, avait acquis une dimension, une corporalité beaucoup plus massive, euh, beaucoup plus comment dire, en masse, beaucoup plus en corpulence. Il y a donc c'est la preuve que nous avons. C'est une preuve parmi d'autres, mais évidemment, comme toutes les preuves, elles sont largement tributaires d'un nombre d'éléments qui, eux, peuvent changer.
il y a des changements que nous serons incapables d'apercevoir, encore moins d'initier. Sentons que quelque part, il y a des choses qui échappent à notre perception, quel que soit le mode de compréhension, le mode d'analyse, le mode d'interprétation du monde et ce qui nous entoure. Fondamentalement, si j'utilise le terme du, qui dit qu'il n'y a pas, par exemple dans la philosophie chinoise, de ce qui est le qui, si je me souviens bien, parce que je peux me tromper sur l'appellation, ce jeu de hasard, si là encore, si je ne fais pas d'erreur, qui veut que il n'y a pas de permanence. Moi, j'avais envie de travailler sur le concept de l'impermanence, mais là, j'avais entendu que donc dans cette optique-là, donc chinoise, il n'y a de permanence que dans le changement. Encore une fois, ça paraît, c'est beau comme proposition, ça paraît intéressant. Moi, je veux parler d'impermanence tout court. Eux, ils parlent de la permanence du changement. Il n'y a pas de permanence, il n'y a que le changement qui soit permanent. Donc, une situation qui, évidemment, change et, évidemment, intervient l'élément aléatoire. Et donc, les changements aléatoires, par définition, sont des changements imprévisibles et ils peuvent prendre toutes les formes possibles dans un registre quasi infini. Or, il peut se produire des changements, et ces changements, de par les limites que nous avons, de par nos sens, de par aussi notre langue, le vocabulaire qu'on utilise, nos capacités cognitives, etc. Ces changements, nous pourrons peut-être en percevoir que certains aspects, et les autres aspects nous échapper. Donc malgré les savoirs qu'il y a et tout ce que l'être humain dans toutes les sociétés a pu apporter comme élément pour essayer de comprendre le monde dans toute sa complexité et dans toutes les facettes de son expression, malgré tout, il y a obligatoirement des limites. Certaines propositions sont séduisantes, c'est clair elles sont séduisantes, mais obligatoirement elles sont limitées. Je ne peux pas dire il y a de permanence dans le changement à un moment donné. Le changement lui-même peut s'arrêter. Pourquoi y aurait-il un mouvement du changement en permanence? L'idée même de la permanence et du changement accolés l'un à l'autre, peut-être qu'il n'y a pas de permanence et qu'il n'y a pas de changement. Peut-être qu'il y a fondamentalement qu'une fiction, qu'il n'y a qu'une illusion, que tout cela est une illusion, que tout cela est un effet de cerveau, un effet de notre cerveau, et que, comme on parle d'effet d'optique, on pourrait parler d'effet cognitif, et que quelque part rien n'existe. Rien n'existe. Notre réalité n'est peut-être qu'un effet de quelque chose qui la cause ou ne la cause pas. Un effet secondaire, tout est possible. Mais limiter, limiter les capacités de perception en les encadrant par comment dire, par des, j'allais dire, je ne sais pas comment on appelle ça dans les figures de style, mais en tout cas, c'est paradoxal, dans cette paradoxalité, en disant que il y a du changement, il n'y a de permanence que dans le changement, cela encore encadre ces deux notions, et quelque part les fige les fige et nous oblige à avoir plus ou moins toujours le même rapport. C'est dans la capacité que nous avons à avoir des rapports nouveaux, des rapports innovants, des rapports différents à ce qui nous entoure. Et
que réside peut-être la solution pour sortir de ce blocage qui peut nous sembler comme un blocage, comme une situation qui n'a pas, qui ne, qui n'offre pas euh, une situation qui échappe à la compréhension, qui échappe à la détermination. Oui, je pourrais dire l'élément, l'indétermination. Encore encore un mot pour essayer d'avoir une approche, pour essayer à chaque fois les mots dans la palette qu'ils nous offre. C'est une palette limitée. À chaque fois, nous jouons avec les mots, nous jouons un peu avec comment dire, avec les possibilités qu'ils nous offrent pour essayer. Et donc, modestement, euh, les, la surface de jeu est limitée et le jeu peut se dérouler dans un semblant, comment dire, euh, de changement permanent et fondamentalement, c'est le jeu peut-être se ramène toujours au même motif de départ, puisque finalement, il se joue toujours avec les mêmes éléments et toujours euh, il se joue toujours dans la même situation de départ et avec les mêmes éléments. Le changement n'est qu'apparent, le changement n'est qu'un effet indirect ou un effet superflu ou un effet, un faux effet. Quelque part, il y a tout ça. Alors que on peut triturer les mots, on peut essayer de les pousser un peu pour essayer d'en tirer quelque chose d'original, quelque chose de remarquable. Nous devons quand même nous rabattre sur cette réalité que ce jeu-là peut être divertissant, mais il finit par revenir quelque part à sa dimension première qui est celle d'un jeu quelque part inutile, un jeu dérisoire. Il y a dans toute cette tentative, dans toute cette histoire, quelque chose de dérisoire. Encore un mot, vous pouvez me dire, mais c'est cela. Donc, un jeu avec les mêmes pièces, tout le temps, tout le temps, les mêmes mots, les mêmes configurations, les mêmes expressions. Voilà. Au fil de la nuit, là, je suis quelque part fatigué d'avoir parlé, parce que j'ai parlé bien avant euh, cette parole-ci, mais fatigué quelque part parce peut-être il est peut-être assez tard, mais fondamentalement parce qu'il est 3 heures et quelques, mais fatigué. Pourquoi cette fatigue-là? Pourquoi on s'arrête on ferme les yeux, et puis c'est là encore la nuit, le sommeil, là encore le lieu de rencontres improbables, des choses complètement insensées, quelque part des gens, des choses que vous avez vécues un peu, à moitié ou complètement, et qui vous reviennent comme ça, sans raison. Vous êtes à côté de quelqu'un, vous vivez des choses soit vraies, soit des choses que vous rajoutez. Il y a une histoire que vous n'avez pas vécue, et puis vous la faites évoluer dans le rêve. Une personne que vous n'avez jamais embrassée, qui vous a jamais donné son cœur, et puis d'un seul coup, comme ça, en l'espace de quelques, quelques moments, ou l'espace on ne sait pas d'ailleurs le temps que ça peut prendre, le temps d'un rêve, là encore, une histoire sur la notion du temps.
le temps du rêve n'est pas le temps de l'éveil. Ça ne se déroule pas dans le même rythme. Il y a, il y a comme une concentration, une densification du vécu dans le rêve. Euh, on vit des choses et on sent confusément un peu que ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, quelque chose qui peut être assez intense, que ça n'a pris quelques secondes, millisecondes, peut-être quelques minutes, mais ça nous a paru durer longtemps. Donc si nous avons cette perception de la relativité du temps pendant notre sommeil, quelque part nous devons aussi pressentir qu'il y a peut-être aussi une relativité à trouver, à chercher, à débusquer dans notre rapport au temps pendant notre éveil. Il y a un vécu là, au niveau de ce qui s'appelle la temporalité. Il y a du côté de la temporalité quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité, qui, qui quelque part marque toute sensation, toute perception, tout rapport qui se voudrait un rapport presque objectif à la temporalité, soit d'une personne, soit d'une société, soit donc la temporalité est bien évidemment une question presque toute en, en mouvement, tout en réécriture, en réaménagement. Et donc je reviens sur le rêve et ce qui fait la nuit. Peut-être qu'il y a des nuits où on ne rêve pas, où on ne rêve pas autant. Il y a peut-être quelle langue parle-t-on quand on dort? Parle-t-on une langue claire ou parle-t-on quelque chose qui est un mélange de tout ce réservoir linguistique que nous avons, nous, mais qui claire à notre perception, mais qui serait incompréhensible si jamais on devait nous écouter parler à voix haute pendant notre sommeil. Quelque part, et donc, c'est autant pendant l'éveil, on contrôle un tant soit peu le surgissement des scènes qui nous ont marqués, même si cela, c'est un contrôle tout relatif. Pendant le sommeil, il est évident il y a une absence de contrôle, ou il y a un autre contrôle, un contrôle d'un autre type. Mais il y a comme il n'est pas possible de parler d'un récit, de quelque chose qui se déroule de façon linéaire, qui pourrait partir d'un début pour arriver à une fin. Si je parle en éveil de moi-même en tant qu'être fautif, en tant qu'être en échec, il est évident que j'ai en face de moi quelques éléments, bien que je pourrais même objectiver, des éléments clairs et nets. Là, j'ai manqué, je n'ai pas pris la décision qu'il fallait. Là, je n'ai pas, je ne suis pas doté des capacités qu'il fallait pour cela et cela. Et je peux, comme ça, avec, en produisant une série d'explications, parler de façon claire et nette de ce qui, quelque part, me cause ces retours un peu inopinés de scènes, ce surgissement de ces scènes fondamentales, de ces scènes récurrentes, quelque part, dans lesquelles se rejoue de nouveau l'histoire de ma vie. Mais je peux exercer donc par un effet de rationalisation, j'ai capacité de rationaliser, mais pendant la nuit, je ne suis pas ce qui se passe.
c'est un terrain, un autre moment où il se passe. Donc pendant 7 heures, 8 heures, il est question d'une autre partie de soi qui s'exprime ou ne s'exprime pas, mais qui apporte un élément différent, une singularité bien conséquente dans ce qu'il est convenu d'appeler la normalité. Pendant le sommeil, il n'est peut-être pas possible de parler de normalité ou d'anormalité. Il y a peut-être besoin de créer de nouvelles catégories. Encore, comment peut-on parler de quelque chose dont on ne peut pas faire le récit? Et je parle pour soi-même. Après, il y a des gens qui parlent de leurs rêves, mais c'est leur rêve. Après, ils en font un récit, à savoir à quel point ce récit est fidèle ou pas, c'est une autre affaire, mais fondamentalement, quand on passe de, de ce qui est de l'ordre des rêves aux mots, si on utilise, comme je le fais actuellement, l'oral, peut-être qu'il pourrait y avoir une certaine fidélité, mais quand il s'agit d'écrire avec ce travail de sélection, quelque part, l'écriture impose un certain ordre, une certaine, comment dire, euh, elle ne permet pas de faire des allers-retours aussi facilement que le permet l'oral. Elle a tendance à confiner, il n'y a qu'à voir cette histoire de marge, il y a la marge, il y a la feuille, comment elle est faite, et puis une fois qu'on est arrivé au bout d'une feuille, rarement on passe à une deuxième, et quand on a fini une feuille, qu'on a débordé sur une seconde, on continue pas, on remplit pas la deuxième feuille. Si on a rempli la deuxième, par miracle, on remplit pas la troisième. Il y a un moment donné où il faut s'arrêter parce que on sent que nous n'arriverons pas au bout de la chose et qu'il faut se contenter de ce qu'on a, alors qu'avec l'oral, il n'y a pas de limite. Donc, pour maintenir le contact, aussi certainement un contact un peu faux, mais un contact tout de même avec le monde des rêves, il faudrait parler, voilà, comme on dit, verbaliser, et espérer que qu'il y ait quand même une certaine identité, qu'il y ait quand même une certaine fidélité dans le fait de rapporter ses rêves. Mais l'intérêt n'est pas tellement de rapporter, l'intérêt c'est de voir que quelque chose d'autre puisse sortir de nous-mêmes, quelque chose euh, qui, qui n'est pas l'antithèse de nous-mêmes, mais qui est un autre, une certaine différence. Il y a des possibles impossibles, il y a des choses qui ne pourront jamais se produire. Il y a des télescopages, il y a des incohérences, il y a comment dire, des improbabilités dans les rêves. Mais cela est jugé à partir de l'éveil. Dans le rêve, ce n'est pas vécu de cette façon-là. Ou s'il y a opposition, s'il y a tentative de raisonnement, c'est encore dans le domaine du rêve. Du rêve lui-même se crée aussi des éléments qui voudraient contrôler le rêve. Mais tout cela, ça appartient au domaine des rêves, que les rêves s'arrangent entre eux, qu'ils établissent leur propre police, leur propre loi. Mais cela est un monde qui n'est pas le nôtre. Nous qui sommes des êtres d'éveil, nous passons la majeure partie quand même de la journée, notre vie à être éveillé, c'est le tiers restant qui, lui,
est un monde qui nous échappe. Nous sommes contraints par notre biologie à vivre ce moment-là, un moment d'absence, un moment quelque part d'occultation, mais pendant lequel nous nous laissons absorber, nous laissons approprier par une autre partie de nous-mêmes qui, elle, reste hors, hors de nos perceptions, je veux dire éveillées, voilà, quelque part. Donc, c'est cela la nuit aussi. Je parle de façon un peu, je ne cherche pas fondamentalement à bien parler, je parle sous l'effet de la fatigue et c'est tant mieux. Cette fatigue qui marque, qui crée un rythme particulier. Il n'y a pas obligatoirement à lâcher prise, je contrôle malgré tout, malgré les sentiments de fatigue, je contrôle. Je suis toujours celui qui dirige. Mais en même temps, il y a un petit lâcher, un petit laisser-aller qui doit s'entendre, qui doit être audible. Et c'est cela qui m'a motivé à dire ces mots, le mot au fil de la nuit. C'était aussi pour le jeu de mots, la nuit qui file. Oui, parce que j'ai envie de parler d'autre chose qui, elle, c'est par rapport à nos instants, à nos moments de joie, à notre passé, où, comment, qui file, ces moments-là qui filent, et où filent-ils ces moments-là, où partent-ils. Je ferai ça dans une autre intervention, mais peut-être en arabe, parce que ce sera peut-être mieux indiqué. Mais fondamentalement, les, cette perception que la nuit est aussi un espace entre les espaces et que quelque part la nuit a bien une fin. Là, c'est la nuit qui précède le départ de la semaine et qu'il va y avoir tout à l'heure un ébranlement des énergies, des êtres. Il va y avoir une reprise de vie consciente avec des tas comment dire, ça va se déchaîner d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir de nouveau des gens contents, pas contents, des gens mal de vivre, des gens qui auraient bien voulu ne pas se réveiller, des gens qui se réveillent seuls, des gens qui sont obligés d'affronter leur milieu de vie, leurs contraintes, les gens qui les oppriment, les gens qui comment dire, les gens qui les maltraitent. Il y a tout un tas de choses. La nuit, c'est quelque part un moment entre deux moments, un entre-deux qui permet justement de s'abstraire, de, de se retirer d'une réalité qui, autrement, si elle était permanente, pourrait devenir comment dire, pourrait devenir complètement, pourrait nous détruire parce que nous n'aurions plus cette possibilité de nous évader. S'évader de soi, mais s'évader aussi dans un autre monde qui permet justement d'oublier le monde autour de soi, le monde réel, le monde quelque part de cette journée qui s'annonce, ce 22 février 2016, cette date-là, qui est importante pour moi, mais qui sera peut-être importante pour tout un tas de gens. Là, il y a des gens qui sont en sursis. Demain, beaucoup de choses vont se décider pour beaucoup de gens. Il va y avoir des départs de vie.
Et comme il va y avoir des arrêts de vie, il va y avoir des destins qui seront brisés et des destins qui seront confirmés, qui seront, comment dire, confortés dans leur quête. Et donc c'est cela, là, une certaine réalité, le devoir d'accepter les choses telles qu'elles sont, dans une certaine mesure. La révolte n'est là, dans cette optique-là, n'a que peu d'effet sur le réel. Non, ne permet, ne permet vraiment que de produire de l'illusion, de produire un temps suspendu, pendant lequel on peut imaginer tout un tas de possibles qui autrement, euh, qui, euh, qui feront long feu, qui ne pourront pas se concrétiser. Nous sommes tenus par nos obligations, par nos limites, par nos déterminismes, et quoi que nous ayons comme envie de nous envoler, de quitter tout cela, et nous devons, bien malgré nous, accepter le monde tel qu'il est. Après tout, nous ne sommes pas les moins bien lotis, nous sommes l'espèce dominante. Nous profitons de notre force et de notre effet de groupe pour profiter, pour utiliser tout ce qui existe à notre profit. Réellement, nous nous sommes terrassés que par des êtres très petits. C'est cela qui arrive à nous, à nous avoir. Autrement, tout ce qui est plus fort que nous, tout ce qui est plus grand que nous, ne nous est pas supérieur. Nous arrivons à l'avoir, nous arrivons à le dominer. Et donc il n'y a, quelque part, heureusement, que nous sommes vaincus, comme nous sommes vaincus par des choses qui sont même invisibles, qui restent invisibles, qui restent en dehors de nos perceptions. C'est comme cela que quelque part, c'est ce qui apporte un certain équilibre, si je puis dire, qui quelque part nous rappelle, un peu nous ramène vers la raison. Quand nous pensons comme des êtres surpuissants, comme des êtres d'une qualité ou d'une essence supérieure, nous sommes dans le règne du vivant, nous lui devons évidemment notre vie, notre survie. Nous sommes une partie d'un tout, nous sommes intégrés dans un schéma global qui est un schéma, j'allais dire, un ordre. Nous sommes peut-être situés à des fondamentalement, voilà, donc la nuit, cette transformation aussi de la voix qui marque un peu le coup. Je parle pas fort parce qu'il y a les voisins, mais aussi parce que, quelque part, une voix un peu voilée, un peu, un peu ternie, un peu déclinante, parce que c'est cela aussi la nuit. Et de cette voix déclinante, je m'adresse à toi, toi qui dors. Évidemment, je m'adresse à toi qui est dans le même fuseau horaire quelque part. Je ne parle pas à des gens qui habitent l'hémisphère nord. Je parle à des gens, j'imagine, qu'ils dorment pendant que, à cet instant, ils sont plongés dans le sommeil. Je leur parle. Je m'adresse à eux, à elles, donc quelque part, pour transmettre quelques messages d'amitié, car après tout,
je déclare mon amitié à tout le monde. Enfin, fondamentalement, c'est le mot c'est ce mot-là que je peux utiliser, j'en ai pas d'autres. Je pourrais même utiliser le mot amour, si cela peut dire. J'en ai pas spécialement, je n'ai pas de contentieux, je n'ai de contentieux avec personne. Au fond de compte, que j'ai des contentieux ou pas, cela n'enlève rien à mon destin funeste. Je mourrai, j'oublierai tout, évidemment tout se dissoudra avec moi, les bons comme les mauvais souvenirs, les contentieux comme les non-contentieux, peu importe cela. Mais si j'avais la capacité, le pouvoir de transmettre, de faire parvenir un petit élément, un petit quelque chose de tempérance, ouais, juste un peu, tempérer toutes ces forces négatives, entre guillemets, tout ce qui fait quand on se lance dans des batailles inutiles, des batailles sans raison, qu'on lutte, soit contre soi-même, soit contre les autres, pour des possessions sans valeur. Nous luttons pour des territoires qui soient des territoires matériels ou des territoires symboliques. Nous faisons du mal et nous faisons du mal aux autres. Nous les grevons dans leur capacité à vivre. Nous les faisons souffrir. Nous mettons à mal leur capacité d'auto-estime. Nous mettons du mal leur capacité à s'aimer eux-mêmes. Et par-delà même, nous ne les aidons pas en transmettant ce désir de tempérance, de clémence, des mots comme ça, miséricorde, paix, compatissance, désir de faire le bien, tant qu'à faire le bien, de faire la paix, désir d'enchanter le monde, d'enchanter la vie, désir d'apporter du rêve, pourquoi pas, rêve éveillé, désir de tendre la main, simplement dans un geste désintéressé, un geste, comme ça. Je te tends la main parce que tu es mon prochain, simplement, simplement. Et puis, si tu as besoin, prends-la. Si tu n'as pas besoin, permets-moi de la donner à quelqu'un d'autre. Voilà, et par-delà les frontières, par-delà les distances, par-delà les continents, tendons-nous la main quelque part dans un geste de fraternité générale. Nous sommes puissants, nous, nous sommes ce que nous voulons, mais nous sommes aussi quelque part guettés par le même destin. Ce destin qui, quelque part, nous terrassera tous. Cette perspective, pas véritablement sombre, c'est une perspective, voilà, c'est comme ça, doit nous donner envie, nous rapprocher, de vraiment veiller les uns sur les autres pour accompagner ceux qui doivent nous quitter, les accompagner dans la joie et quelque part parce que c'est aussi la vie, c'est aussi accepter de quitter l'autre, accepter que l'autre vous quitte parce que il est contraint par des contingences, il est contraint par des choses qui le dépassent aussi. Accepter qu'il puisse en aller et le garder en mémoire le temps qu'il faut pour porter témoignage de son passage, pour lui rendre
quelque part les honneurs pour, dans un effort de souvenir, la souvenance, la bonne souvenance, se souvenir des gens comme des êtres ayant cherché à être, à dépasser leur déterminisme, tous les déterminismes, des gens qui ont fait des efforts pour aller vers les autres, qu'ils soient lointains, proches ou lointains, simplement parce que c'est cela qu'ils estiment essentiel, c'est cela qui leur a paru doté de valeur, d'une valeur forte, fondamentale, durable et quelque part sans pareil. Voilà, si je devais souhaiter, voilà ce que je souhaiterais, et quelque part que les rêves de tous soient les plus doux, les moins remuants possibles, que ceux qui ont des désirs à combler, qui ont des attentes, des espérances, puissent les réaliser le temps d'un rêve. Il y a des rêves qui nous laissent en arrière bon goût. Vraiment, on se réveille de bonne humeur, on se réveille avec un sentiment, avec un sourire sur les lèvres. Voilà, parce qu'on a fait un rêve, un beau rêve, parce qu'on a rencontré, fait la bonne rencontre, parce que on a été, on a été comme il faut, on a été à la hauteur. Et puis voilà, donc le temps d'un rêve, comme le temps d'une vie, juste un temps bref, mais un temps essentiel, un temps qui passe, mais quelque part qui a quand même de la valeur, qui est quand même une réalité. La brièveté des choses n'ôte pas leur pouvoir, ne leur ôte pas cette capacité, cette, comment dire, ce côté essentiel, ce côté précieux, ce côté, comment dire, référentiel. Nous pouvons nous revendiquer d'un beau rêve, d'un beau geste, d'une belle vie. Nous pouvons nous revendiquer de d'un choix que nous avons fait, un choix que nous pouvons revendiquer, parce qu'il nous a été possible de, de faire d'autres choix, mais que nous avons fait ce choix-là, et que ce choix nous honore, et que ce choix est, est un choix qui a été coûteux, mais qui finalement valait le coup, parce que, parce que c'est le choix de quelque part euh, du don de soi, le choix d'une certaine générosité, d'une certaine ouverture, d'une certaine capacité d'aimer, d'accepter, d'accueillir l'autre en soi-même, l'autre étant un autre soi-même, tous les autres êtres étant aussi des prolongements, étant aussi des réalités qui nous sont proches. Nous sommes et nous appartenons au même monde. Peut-être que nous partageons tous les mêmes rêves, que nous faisons tous les mêmes, que nous avons tous les mêmes espérances, les mêmes attentes, et que si blesse un être, et que la blessure, que le sentiment
d'être mal aimé ou le sentiment de manquer est quelque chose qui transcende les espèces et que les moments de joie, les moments de partage, les moments d'altruisme sont les moments les plus dignes d'être vécus. Voilà. Au milieu de la nuit, toujours la nuit, le temps qui passe, je laisse ce témoignage. Évidemment, je me suis laissé avoir par les mots, comme toujours. Fondamentalement, je ne cherche pas à être meilleur qu'un autre. Ce n'est pas parce que je prononce un mot que cela devient obligatoirement une réalité. Je peux souhaiter ce que je veux. Il y a des réalités qui, qui, qui resteront assez rétives, assez sourdes à mes appels, mais fondamentalement, demain, dans quelques heures, je serai debout. Cette nuit se joue un destin, je n'ose point dire lequel, ni donner des détails. La nuit dernière, c'était joué le destin d'une personne qui m'est proche. L'avant-dernière nuit, c'était le début d'une épreuve pour cette même personne. Cette personne à qui je souhaite de vivre encore et encore. Parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai peur. Et que cette peur, parce que je ne sais comment je pourrais réagir en cas de malheur. Et fondamentalement, malgré tous mes mots, malgré tous les, les effets de style dont je peux que je peux utiliser malgré toutes les astuces intellectuelles, malgré toutes les, j'allais dire, toutes ma volonté d'élargir mes approches, de placer mes émotions, mes sentiments dans un cadre beaucoup plus général qui dépasse ma propre personne. Malgré cela, je reste à mon niveau un être qui a peur des lendemains, qui a peur de ce que peut amener cette nuit, de ce que peuvent amener les autres nuits à venir. J'ai peur du temps qui passe, parce qu'il signifie des nuits qui se succèdent, parce que tout cela signifie que quelque part, il y a des choses qui acquièrent de plus en plus un caractère de, comment dire, un caractère d'effectivité. Et la chose se produira et plus le temps passe, plus l'incertitude se fait forte, la conviction se renforce et le devoir de vigilance devient impératif, de plus en plus impératif. Il faut rester en vigilance, il ne faut pas s'endormir. Voilà, quelque part, un peu
un peu de moi-même, un peu de cette chose qui fait l'humain, dans toute la modestie de sa personne, toujours en attente d'un miracle, toujours en attente, toujours à espérer repousser l'inévitable, à espérer encore que le temps, comment dire, que quelque part, qu'il lui soit permis de, comment dire, non pas attendre une rémission, mais attendre une sorte de, comme un espace, et une sorte de, comme un espace non événementiel, attendre, être dans une certaine immobilité, que plus rien ne se produise. J'accepte les choses telles qu'elles sont, mais je ne veux plus qu'elles changent. Quelque part, refuser le changement, refuser la succession des nuits et des jours, parce que de cette succession-là va naître du funeste, va naître l'horreur, va naître la catastrophe. Que vos nuits soient douces et que vous soyez préservés autant que possible tous les corps, les coups de sort, que votre espérance soit préservée, que votre force de vie soit, qu'elle puisse rester entière, inaltérée. Voilà un souhait, d'autres, avec d'autres souhaits. Ne jamais cesser de souhaiter, de se souhaiter, de vous souhaiter. C'est peu, vraiment peu, mais que peut faire un être seul en attente d'un destin qui sait proche, d'une fin qui sait proche. Que peut faire, que puis-je faire?